J'ai littéralement grandi dans une grange. Mes parents étaient fermiers à la campagne et j'ai grandi en les aidant aux tâches aussi loin que je me souvienne. Traire les vaches, ramasser les œufs du poulailler, porter des bottes de foin, ce genre de choses. Nous, les gens de la campagne, valorisions la vertu du travail acharné. Mes parents étaient à l'ancienne, surtout mon père. C'était le genre d'homme incapable de distinguer entre punition corporelle et maltraitance pour de simples erreurs. Je n'étais pas un enfant particulièrement turbulent, mais j'étais un peu maladroit. Une fois, j'ai renversé un seau de lait et mon père m'a fouetté avec une ceinture si fort que j'ai perdu connaissance, ma mère regardant tristement. Finalement, j'en ai eu assez de cette vie avec ma famille indifférente et j'ai quitté la ferme pour une nouvelle vie en ville. Mes parents désapprouvaient, bien sûr, mais ils ne pouvaient pas m'en empêcher. Dès mes 18 ans, j'ai quitté la ferme dans ma vieille voiture d'occasion et je n'ai pas regardé en arrière. Tout ce que j'ai laissé à mes parents, c'était un mot leur disant que j'allais me construire une nouvelle vie loin d'eux. Ouais, je n'avais pas vraiment la meilleure relation avec eux. Je ne suis retourné à la ferme que 15 ans plus tard, quand quelqu'un a frappé à la porte de mon studio exigu. J'ai ouvert, surpris, car je recevais peu de visites, étant toujours trop pris par mon boulot dans une entreprise qui me vidait l'âme pour me faire des amis. Un homme d'âge moyen en costume gris mal ajusté se tenait là, une mallette en cuir marron à la main. J'ai d'abord pensé que c'était un démarcheur essayant de me vendre quelque chose, et ça m'a tout de suite agacé. Je récupérais encore d'une semaine entière de travail abrutissant, et c'était censé être mon jour de repos, où je pouvais faire ce que je voulais, sans mon chef sur le dos. Écoute mon gars, quoi que tu vendes, ça ne m'intéresse pas, dis-je d'un ton irritable. J'ai tenté de fermer la porte aussitôt, mais elle s'est bloquée quand l'homme a mis son pied botté entre la porte et le cadre. « Je ne suis pas un vendeur, gamin, » dit l'homme. Sa voix était calme, mais visiblement épuisée. « Je suis détective privé. J'ai besoin de te parler de quelque chose. » Curieux, j'ai entrouvert la porte, mais gardé ma main sur la poignée. Pourquoi quelqu'un engagerait un détective privé pour me retrouver ? L'expression de l'homme s'assombrit. « C'est à propos de tes parents, » dit-il d'une voix grave. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait l'effet que mon âme quittait mon corps. Il m'a expliqué que mon père était mort il y a plus de 3 ans. Ma mère, apparemment rendue folle par le chagrin, venait d'être internée contre son gré pour sa sécurité et celle des autres. Mon père étant mort et ma mère jugée instable, son avocat a engagé un détective pour me retrouver afin que la ferme me revienne. Les jours suivants passèrent comme un flou. Après avoir confirmé mon identité, le détective privé m'a présenté l'avocat de ma mère pour signer les documents transférant la propriété de la vieille ferme à mon nom. J'ai signé partout où il me l'indiquait et les deux m'ont offert des condoléances superficielles avant de disparaître de ma vie à jamais. Il m'a fallu 1 semaine de plus pour trouver le courage de retourner à cette vieille ferme. Finalement, j'ai appelé mon patron pour l'informer que je serais absent 1 semaine. Puis j'ai repris la même voiture cabossée avec laquelle j'avais quitté la ferme pour y retourner pour la première fois depuis plus de 10 ans. Dire que cet endroit était en mauvais état à mon arrivée serait un euphémisme. Malgré tous les mauvais souvenirs liés à mon père, c'était toujours la maison de mon enfance. Ça me faisait mal de la voir dans un état aussi pitoyable. Les mauvaises herbes envahissaient les champs autrefois si soigneusement entretenus. Les quelques cochons restants étaient si maigres et mal nourris que c'était miracle qu'ils soient encore en vie. Leur mangeoire était complètement vide et couverte de poussière. On aurait dit que personne ne les avait touchés depuis longtemps. Je me demandais comment ils pouvaient survivre sans que personne ne les nourrisse. Puis j'ai vu un groupe de jeunes cochons dans un coin dévorant bruyamment quelque chose sous leurs museaux affamés. J'ai plissé les yeux pour voir et j'ai eu la nausée quand j'ai reconnu ce que c'était. Ils étaient autour du cadavre d'un vieux cochon et déchiraient avidement sa chair et ses os pour manger. Sans personne pour les nourrir, les cochons s'étaient mis à se cannibaliser pour survivre. J'ai immédiatement quitté la grange dégoûté pour aller voir les vaches. Elles broutaient comme d'habitude, mais une vache morte pourrissait là, entourée de mouches.
Je ne pouvais même pas dire s'il était mort de vieillesse ou tué par un prédateur, tellement son corps était desséché. Après avoir réalisé l'état désastreux de la ferme, je suis allé à la maison pour me vider la tête. Mais elle était aussi négligée que le reste de la propriété. Tout était couvert d'une couche de poussière et des toiles d'araignée ornaient chaque coin sombre. Il y avait même une pile de vaisselle sale dans l'évier, stagnant dans une eau grise et fétide. Selon l'avocat, ma mère vivait à la ferme jusqu'à son admission à l'hôpital psychiatrique il y a environ 1 mois. Pourtant, on aurait dit que l'endroit était abandonné depuis des années. Je supposais qu'elle avait commencé à le négliger après la mort de mon père. La chambre de mes parents était en désordre, des vêtements traînaient au sol ou étaient fourrés dans les tiroirs sans aucune logique. Étrangement, le seul endroit de toute la propriété qui avait été bien entretenu était mon ancienne chambre. L'endroit était impeccable, à l'exception de quelques coins poussiéreux. Tout était comme je l'avais laissé. De l'affiche de métal que j'avais accrochée en ado rebelle à la bibliothèque pleine de gros livres d'aventure que je n'avais pas pu emporter. Même la lettre d'adieu laissée sur mon bureau avant mon départ était toujours là, avec des taches séchées qui n'y étaient pas avant. J'ai essayé de me convaincre que ce n'étaient pas les traces des larmes de ma mère. Assis sur mon lit d'enfance parfaitement fait, j'ai compris que parmi tout ce qui nécessitait de l'entretien à la ferme, ma mère ne s'occupait que de ma chambre. Au fond, ma mère devait vraiment tenir à moi, même si elle n'a jamais pu empêcher mon père de me battre quand j'étais enfant. J'ai décidé sur le champ de remettre la ferme en état pour qu'elle soit plus accueillante quand elle pourrait revenir, dès que les médecins la jugeraient apte à sortir. Le lendemain, j'ai nettoyé la maison et donné à manger aux cochons dans la grange, leur premier vrai repas depuis des années. J'ai même nettoyé la carcasse de vache dans le champ en la brûlant sur un grand bûcher. Normalement, on composte une vache morte, mais j'ignorais si elle était morte de maladie et je ne voulais pas risquer de créer du compost contaminé. Assis sur une chaise pliante, j'ai regardé le feu dévorer la carcasse, un extincteur à portée de main et un fusil de chasse sur le dos. Si la vache avait été tuée par un prédateur sauvage, je voulais être prêt à défendre la ferme s'il revenait s'attaquer à une autre bête. J'ai dû observer le feu pendant environ 1 heure avant d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Le soleil s'était couché et je ne pouvais voir qu'à la lumière du bûcher ardent. À travers la lumière vacillante du feu, je ne pouvais que distinguer une forme qui s'approchait de moi au loin, enveloppée par l'obscurité de la nuit. Je n'arrivais pas à identifier ce que c'était, mais sa silhouette floue et hirsute me faisait penser à un animal. Croyant qu'il s'agissait d'un loup, j'ai levé mon fusil de chasse et j'ai tiré sur la chose. Je ne pensais pas vraiment l'atteindre dans cette obscurité. Je voulais simplement l'effrayer avec le bruit du coup de feu. Mais juste après avoir appuyé sur la détente, j'ai entendu un gémissement de douleur avant que la chose ne s'effondre au sol. Mais le son qu'elle a émis n'était pas celui d'un animal. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai reconnu un cri humain. Mais quand je m'en suis approché, l'horrible vérité m'est apparue. Gisant sur le sol avec une balle dans la poitrine, se trouvait le corps d'une vieille femme. Ses cheveux étaient si longs et hirsutes que je les avais confondus avec la fourrure d'un animal dans le noir. La seule chose qu'elle portait était une tunique vert clair et un pantalon ample assorti, comme ceux que portent les patients à l'hôpital. Après une minute entière figée d'horreur face à ce que j'avais fait par accident, j'ai repris mes esprits et tenté de réfléchir. J'aurais dû appeler la police. C'était un véritable accident après tout, et cette personne était techniquement en intrusion sur ma propriété. Mais dans ma panique et ma lâcheté, je ne pensais qu'à trouver un moyen de me débarrasser du corps. J'ai ramassé le corps de la femme et l'ai jeté dans le bûcher à côté de la carcasse de vache. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, j'ai regardé les flammes consumer leur corps, les mains moites et le corps figé de peur. À la fin, il ne restait que des os fragiles que j'ai facilement réduits en poussière. J'ai mal dormi cette nuit-là, terrifié à l'idée que quelqu'un vienne chercher cette femme le lendemain. Mes craintes se sont concrétisées quand j'ai entendu frapper à la porte le lendemain pendant mon petit déjeuner. J'ai aperçu la voiture de police garée dehors et j'ai pensé que les choses ne pouvaient pas être pires. Je me trompais.
J'ai ouvert la porte et me suis retrouvé face à un jeune policier. « Bonjour, officier », ai-je dit du ton le plus normal possible. « Il y a un problème ? C'est au sujet de votre mère », a dit l'officier. « Quoi, ma mère ?» ai-je dit, surpris. « Elle s'est échappée de l'hôpital psychiatrique hier soir. Une infirmière lui a dit que vous étiez revenu à la ferme familiale et on se demandait si elle s'était évadée pour vous voir ici. Il a ouvert une photo sur son téléphone et me l'a montrée. On m'a dit que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Vous pourriez ne pas la reconnaître, mais voilà à quoi elle ressemble maintenant. L'avez-vous vue ? J'ai regardé la photo et j'ai senti mon cœur presque s'arrêter. Assise sur le lit d'hôpital dans la photo était la même femme que j'avais abattue la nuit précédente. Cette femme que j'avais tuée par accident et brûlée volontairement sur un bûcher avec un vulgaire animal de ferme n'était autre que ma propre mère. Réprimant l'envie de vomir, j'ai dit à l'officier que je ne l'avais pas vue. Je n'ai pas pu masquer toute l'horreur dans ma voix, cependant. Pensant que je m'inquiétais juste pour sa sécurité, il m'a assuré qu'il la retrouverait vite. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se cacher à la campagne, après tout. Je l'ai remercié, bien que je savais que personne ne la retrouverait jamais. J'ai quitté la ferme peu après pour retourner en ville. Malgré mes efforts pour reprendre une vie normale, les cauchemars de ma mère en pleurs, saignant du trou que j'avais fait dans sa poitrine, me hantaient. C'était il y a plus de 10 ans. Je vais retourner à la ferme une dernière fois. Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité, alors j'ai décidé de ne plus vivre du tout. J'emporte mon fusil de chasse, mais cette fois, la seule personne que je vais abattre, c'est moi-même. J'adorais aller dans les parcs d'attractions quand j'étais petit. Mon préféré s'appelait Wonderwood Park. Il avait un thème Alice au pays des merveilles, juste assez différent de la version Disney pour éviter les poursuites. Comme c'était près de chez moi, chaque été j'y allais avec mes parents, une tradition annuelle. Ces moments m'ont donné les souvenirs les plus heureux de ma vie. Mais ça ne pouvait pas durer. Mon père a trouvé un emploi loin de notre ville et nous avons tous déménagé. Aller à Wonderwood Park chaque année est devenu impossible, alors nous avons simplement arrêté d'y aller. J'allais finir le lycée quand ma mère m'a dit que le parc avait fermé pour des raisons inconnues. Je me souviens d'avoir été triste à cette nouvelle, mais j'étais trop occupé avec les examens et les candidatures pour m'en affliger. C'est seulement après l'université et avoir quitté la maison familiale que j'ai décidé de retourner voir Wonderwood Park. Je me suis arrêté à l'hôtel le plus proche. J'ai pris une chambre avant d'aller à pied vers l'ancien Wonderwood Park, portant un masque médical pour dissimuler mon visage. Je doutais que quelqu'un s'inquiète vraiment si des gens visitaient ces ruines, mais techniquement, j'étais quand même en infraction. Mieux valait que personne ne me voie là-bas et qu'on ne reconnaisse pas mon visage, si c'était le cas. En fin d'après-midi, j'ai sauté la clôture, dépassé les portails verrouillés et suis entré à Wonderwood Park pour la première fois depuis mes 12 ans. Comme prévu, beaucoup avait changé depuis ma dernière visite, mais je reconnaissais encore ce lieu qui avait façonné mon enfance. Les manèges pour lesquels j'avais fait d'interminables files d'attente étaient maintenant rouillés et délabrés après des années d'abandon. Les stands de nourriture s'étaient totalement effondrés, ravagés par les éléments et les animaux qui avaient dévoré tout ce qui restait. Même la grande roue imposante qui avait été autrefois le clou de chaque visite se tenait délabrée, semblant pouvoir s'effondrer de ses gonds branlants à tout moment. C'était triste de voir la source de tant de beaux souvenirs dans cet état, mais je ne pouvais m'empêcher d'être un peu heureux d'avoir pu revenir la voir une dernière fois. J'ai sorti mon téléphone pour prendre quelques photos en souvenir. J'ai fait le tour du parc en photographiant toutes les attractions que j'adorais étant enfant. Le manège catapulte façonné comme une guillotine en forme de cœur, l'attraction aquatique inspirée du moment où Alice a pleuré jusqu'à provoquer une inondation, et même un labyrinthe sinueux orné de roses désormais mortes, censé évoquer le jardin de la Reine de Cœur. Je me suis un peu perdu dans ce dernier. J'ai dû passer devant la même statue décrépite de la Reine de Cœur au moins 3 fois. Même couverte de fientes d'oiseaux, elle arrive encore à avoir l'air d'une snob prétentieuse. Au moment où j'ai réussi à sortir du labyrinthe, la nuit commençait déjà à tomber.
Je me préparais à partir avant qu'il ne devienne trop dangereux de marcher seul dehors, mais dès que j'ai fait un pas hors du labyrinthe, j'ai entendu quelque chose qui m'a figé sur place. Psst, chuchota une voix douce, quelque part derrière moi. On aurait dit la voix d'un enfant. Surpris, je me retournai pour voir ce que c'était. Debout, le visage à moitié caché derrière une haie, se tenait une petite fille blonde pâle, vêtue d'une robe bleue déchirée. Elle me fixait d'un œil suppliant, mais ne prononça pas un mot tandis que je restais là, stupéfait par sa présence. Salut, dis-je une fois la surprise passée. Qu'est-ce que tu fais ici? La petite fille ne répondit pas. Elle continuait simplement à me fixer avec cet œil bleu vitreux qui semblait voir à travers mon âme. J'étais un peu effrayé pour être honnête, mais je n'allais pas l'abandonner là dans les ruines. « Hé, ma petite, tu es perdue » ai-je demandé. « Tu sais où sont tes parents ?» Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement détournée et s'est enfuie derrière le mur de haie. « Attends » ai-je crié après elle. J'avais mis du temps à comprendre ce labyrinthe de haies moi-même. Ne voulant pas qu'elle s'y perde aussi, je me suis lancé à sa poursuite. J'ai tourné le coin juste à temps pour voir l'ourlet bleu de sa robe disparaître à gauche. Je courus après elle, mes pas résonnant dans les ruines silencieuses comme des tambours. À chaque tournant, je n'apercevais que sa robe qui m'indiquait sa direction dans le labyrinthe. C'était presque comme si elle le faisait exprès. Enfin, je l'ai suivie jusqu'au centre du labyrinthe, où elle n'avait nulle part où se cacher. Elle se tenait immobile devant la statue de la reine de cœur, dos à moi. C'était la même statue que j'avais croisée plusieurs fois en essayant de sortir. « Tu ne vas pas t'enfuir encore, hein ?» ai-je dit entre deux halètements, bien que la petite fille ne semblait pas du tout fatiguée. « S'il te plaît, reste là. J'appellerai la police. Ils s'assureront que tu sois en sécurité, d'accord ? Je te le promets. » La petite fille secoua la tête, son visage toujours détourné de moi. « C'est trop tard pour ça, » dit la petite fille de la voix la plus triste que j'ai jamais entendue. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, la fille se retourna pour me regarder. Pour la première fois, j'ai pu voir entièrement son visage. Cela m'a immédiatement fait regretter de l'avoir vue. La moitié gauche de son visage avait été complètement déchirée. Je voyais son crâne blanc fissuré à travers la plaie sanglante, et son œil pendait de son orbite, se balançant sur ses joues pâles comme un pendule macabre. J'aurais crié si le choc ne m'avait pas figé de peur. Sans un mot de plus, la petite fille me tourna le dos et s'enfonça dans la terre devant la statue de la reine de cœur. C'est alors que j'ai remarqué que la terre semblait avoir été perturbée. Il y avait un petit monticule de terre, pas plus gros qu'un ballon de basket, caché par les hautes herbes qui l'entouraient. J'ai réussi à me ressaisir assez pour m'approcher et l'examiner de plus près. Dépassant de la terre, on voyait ce qui ressemblait à un os de doigt humain, assez petit pour être celui d'un enfant. J'ai immédiatement appelé la police. Bien sûr, ils m'ont demandé ce que je faisais dans ce parc d'attractions abandonné et m'ont gardé quelques jours pendant l'enquête sur le corps de la fillette enterrée sous la statue de la reine de cœur. Heureusement, je m'en suis tiré avec une simple accusation d'intrusion quand il est devenu évident qu'elle était là depuis au moins 5 ans. Je ne sais pas si la police découvrira un jour qui l'a mise là. Je ne pense même pas qu'elle le savait elle-même. J'espère juste que son esprit pourra enfin trouver la paix après avoir été piégé dans ce parc pendant si longtemps. J'ai voyagé pour me retrouver après l'université. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Un étudiant diplômé avec un cursus dont il ne sait que faire, qui parcourt le pays seul dans une vieille voiture achetée sur eBay, espérant trouver un sens profond à la vie lors d'une halte quelconque. Pendant toute une année après mon diplôme, j'ai fait un road trip à travers le pays sans destination précise. Je m'arrêtais souvent dans des petites villes et participais à leurs traditions locales les plus obscures. Concours de tartes, festivals de danse annuels, spécialités bizarres que tout autre Américain trouverait répugnantes, ce genre de choses. Bien qu'ils soient tous du même pays, c'était fascinant de voir à quel point ils étaient différents les uns des autres. J'ai apprécié ces escales, même si je devais faire des petits boulots quand mes économies ne suffisaient de plus. Un jour, lors de mon voyage de découverte de soi, je suis tombé sur une ville qui allait changer ma vie à jamais.
Tout a commencé par un vieux panneau rouillé derrière la route, au milieu de nulle part. Je l'aurais manqué si je n'avais pas roulé plus lentement que d'habitude pour admirer les vastes étendues d'herbes sauvages de chaque côté. Je me suis garé près du panneau et j'ai dû plisser les yeux pour lire à travers la rouille brune qui s'y était accumulée. On pouvait lire Rory, St. Miles, avec une flèche courbée vers la gauche. J'ai supposé que Rory était une petite ville et j'étais impatient de découvrir de nouvelles coutumes locales. J'ai continué sur cette longue route, guettant un virage à gauche. Finalement, j'ai repéré un petit chemin de terre qui quittait la route principale en béton vers une forêt dense. La végétation avait envahi le chemin, mais je devinais qu'une surface pavée lisse se cachait sous le feuillage, autrefois fréquenté. Je l'aurais sûrement manqué si je ne l'avais pas cherché. La ville devait se plaire dans son isolement pour laisser ce sentier si difficile à trouver. J'ai engagé la voiture sur le sentier envahi et dans la forêt. Les ombres des grands arbres engloutissaient mon véhicule. Seuls quelques rayons de soleil filtraient, éclairant juste assez pour éviter que je ne percute un arbre. Après une bonne heure à rouler sur des feuilles craquantes, j'ai enfin atteint la fin du chemin. Devant moi s'étendait une petite ville aux bâtiments carrés bordant les routes. En apparence, elle ressemblait aux autres villes visitées depuis le début de mon voyage, mais quelque chose clochait en la traversant. J'ai vite compris ce que c'était. L'endroit était beaucoup trop silencieux. D'habitude, dans une nouvelle bourgade, j'attirais au moins quelques regards curieux des locaux. Mais ici, personne dehors, et aucune présence visible à travers les fenêtres des bâtiments. À cet instant, j'ai su que j'avais découvert soit une ville d'introvertis, soit une ville fantôme. J'espérais que c'était juste une journée calme pour la ville, et j'ai conduit vers un bâtiment avec une enseigne d'hôtel devant. Ma voiture était la seule dans le parking étrangement désert. J'ai poussé la porte du petit hôtel. Comme le reste de la ville, il n'y avait personne à trouver. Le comptoir de réception était vide, et personne n'est venu quand j'ai sonné la clochette. Je savais à ce moment que la ville avait dû être abandonnée par ses habitants, mais je ne savais toujours pas pourquoi. Après une brève hésitation, j'ai pris une clé du porte-clés derrière le comptoir et je suis allé à la chambre correspondante. Bien que l'idée de squatter un bâtiment vide ne m'enchantait pas, je rêvais d'un lit confortable après avoir passé plusieurs nuits dans ma voiture. La porte de la chambre d'hôtel s'est ouverte avec un grincement sonore. J'ai regardé à l'intérieur en espérant trouver un lit pour me reposer pour la nuit. Bien que la chambre semblait assez bien entretenue, je savais que je n'allais pas dormir sur ce lit de sitôt quand je l'ai vu. Une moisissure rouge tachait les draps blancs et l'odeur était insupportable, comme un animal écrasé laissé pourrir sur la route. J'ai eu un haut le cœur et fermé la porte avant de retourner à la réception pour obtenir une clé d'une autre chambre. Mais quand je l'ai fait, j'ai rencontré exactement le même problème dans la nouvelle chambre. La même moisissure rouge nauséabonde qui couvrait les draps de la première chambre était sur le fauteuil de la nouvelle pièce. L'odeur était tout aussi terrible, et encore une fois, je suis retourné à la réception pour demander une autre clé. J'ai trouvé la même moisissure rouge dans chaque chambre que j'ai visitée dans l'hôtel, parfois sur les fauteuils et canapés, mais le plus souvent sur les lits. J'allais abandonner après la 10e chambre quand quelque chose sur le lit moisi a attiré mon regard, un objet brillant dans la lumière dorée. Retenant mon souffle, je me suis approché du lit pour voir ce que c'était. Mes yeux se sont écarquillés en voyant une bague en diamant en or sur la moisissure rouge. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. J'ai tenté de saisir la bague sans plus me soucier de toucher la moisissure. Dès que mon doigt a touché la substance rouge, une douleur brûlante a traversé mon bras. J'ai lâché la bague et reculé d'un pas. Soudain, je ne voulais plus ni de la bague, ni rester dans cette ville. J'ai fui l'hôtel en courant pour rejoindre ma voiture. J'ai pris ma trousse de secours dans la boîte à gants et désinfecté la zone touchée. Quand l'alcool a touché ma peau, une douleur fulgurante a explosé dans mon doigt. En l'examinant, j'ai vu une ampoule sanglante qui gonflait comme un ballon d'eau. Je l'ai effleurée de l'autre main et elle a éclaté instantanément sous la pression.
Le sang de l'ampoule a éclaboussé mes mains. Je ressentais une sensation de brûlure chaque fois que le sang touchait ma peau. J'ai vite essayé de l'essuyer avec une serviette, mais j'ai réalisé avec horreur que ça ne partait pas. Le sang avait pénétré ma peau de façon permanente, formant des plaies rougeâtres semblables à la moisissure rouge de l'autel. Ça fait une semaine maintenant. Je suis toujours dans cette ville, et les plaies se propagent. Chaque jour, je sens ces plaies qui couvrent mes bras dévorer ma chair. Mes bras ne sont plus que peau et os désormais. Je suis certain qu'elles rongeront aussi mes os avec le temps. Je ressentais une sensation de brûlure chaque fois que le sang touchait ma peau. J'ai vite essayé de l'essuyer avec une serviette, mais j'ai réalisé avec horreur que ça ne partait pas. En cherchant de l'aide sur la route, je prie pour ne pas avoir condamné le monde entier au même sort que cette ville abandonnée.